Donc bonjour, je suis Benoît Piédahu de la Quadrature du Net, enfin membre de la Quadrature du Net. Alors je ne sais pas si beaucoup de gens savent quelle est cette association. C'est une association qui vise à protéger les droits et libertés des citoyens dans l'espace numérique. Avant on disait sur Internet, mais en fait ça s'est un peu élargi. Je pense que je pourrais vous expliquer pourquoi dans cette présentation. On a été créé en 2008 lors de l'arrivée de la Hadopi dans les discussions avec Nicolas Sarkozy. Et puis depuis, on a abordé un tas de sujets de surveillance, de censure, et puis avec l'arrivée de tous les textes concernant en particulier le terrorisme et donc la surveillance sur Internet, la censure, voilà, de tout un tas de contenus à caractère terroriste qui visent à donner pas mal de pouvoir à la police. On a été un certain nombre de fois expliquer notre position au Parlement et essayer de limiter la casse. Voire contester la légalité d'un certain nombre de ces textes devant le Conseil constitutionnel ou devant la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, je suis pas certain de pouvoir aborder tous les sujets sur lesquels vous m'avez pointé, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels on a travaillé. Le sujet principal sur lequel on avait été appelé à réagir aujourd'hui, c'était sur la loi Avia, donc la loi contre la haine sur Internet, dite loi Avia, vise à réduire la durée de suppression des contenus dits haineux sur Internet à 24 heures. Sachant que en fait c'est un texte qui vise à principalement rendre plus rapide l'enlèvement de ces contenus qui en réalité passaient quand même déjà sous la loi de 2004 dite LCEN qui rendait responsable d'abord la personne qui avait posté le contenu, puis ensuite la personne qui hébergeait, qui affichait le contenu sur son site web où sont à l'époque c'était des blogs ou des forums. Voire à la fin et à la toute fin l'hébergeur qui devait mettre hors ligne le site si le caractère était manifestement illicite et qui listait tout un tas de cas dans lesquels ce contenu pouvait être illicite, donc pédopornographie, donc ça pouvait être manifestement illicite, on le voyait directement, l'appel à la haine ou l'appel au meurtre, ça allait aussi, on pouvait s'en rendre compte assez facilement, voilà, et tout un tas de contenus de ce type-là qui étaient vraiment listés explicitement dans la LCEN. Et la loi Avia vise à reprendre en fait ces définitions, clairement, elle en rajoute pas. D'ailleurs, ça a été un des gros combats qu'il y a eu lors des débats à l'Assemblée nationale, d'éviter d'ajouter des nouveaux contenus, des nouveaux types de contenus qui étaient visés par cette loi Avia, parce que le Conseil constitutionnel avait prévenu la rapporteure du texte qu'il supprimerait tout autre contenu qui serait rajouté a posteriori. Donc, par exemple, dans les contenus qui étaient manifestement haineux et que de certains députés voulaient rajouter, il y avait la critique du sionisme. Par exemple, toute critique du sionisme aurait pu être supprimée de par la loi Avia, ou la critique des éleveurs de viande. Par exemple, où donc le ministre de l'Agriculture souhaitait que, en particulier L214, ne puisse plus publier de critiques des éleveurs de bovins, ou de viande en général. Et donc c'était un peu simple comme ça de permettre la suppression en moins de 24 heures de tout poste de L214. La députée qui rapportait rapporteur de cette loi s'est battu pour éviter qu'on puisse rajouter ces textes-là. Donc le gouvernement à chaque fois votait contre, considérait qu'il fallait absolument pas voter ces textes parce que sinon le Conseil constitutionnel aurait pu rentrer en jeu et ça aurait été très mauvais pour la communication du gouvernement là-dessus. Donc ce texte vise les grandes plateformes.
et oblige les grandes plateformes à supprimer elles-mêmes l'ensemble des contenus qui sont visés par ce type de, le fait qu'il soit illicite explicitement sur donc l'appel à la haine, l'appel au meurtre, l'appel au terrorisme, la pédopornographie, etc., etc. Si elles ne le font pas, ou plus exactement si elles ne le font pas plusieurs fois d'affilée, elles finissent par risquer une amende de 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Exactement, enfin ils sont calés sur le RGPD pour ça. C'est devenu un chiffre clé. Et évidemment, il y a plusieurs conséquences. D'abord, il y a le fait que la définition de ce qu'est un contenu illicite devient un peu floue, c'est-à-dire que finalement, ce sont les plateformes qui vont décider sur dénonciation d'un contenu, qu'est-ce qui est réellement un contenu haineux. Elles vont devoir prendre elles-mêmes la décision, puisque si au bout de 24 heures elles ne l'ont pas retiré et qu'il s'agissait finalement d'un contenu qui aurait pu être considéré comme haineux par un juge, elles seront condamnées, elles pourront être condamnées à 4% du chiffre d'affaires mondial. Enfin non, d'ailleurs, c'est pas par un juge, c'est par le CSA, puisque c'est le CSA qui est visé, à qui on demande d'être le référent sur cette loi, en face des plateformes. Donc voilà, donc il y a déjà cette question-là qui est un déplacement du rôle du juge de définir qu'est-ce qu'est un contenu haineux vers les grandes plateformes qui vont, elles, devoir le définir et décider d'elles-mêmes si elles suppriment le contenu ou pas. Et si elles ne le suppriment pas, elles prennent la responsabilité de ne pas l'avoir supprimé. Donc là, il y a cette première chose. Donc la prise de responsabilité, et l'autre, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, je retrouverai. Voilà. Cette loi contre la haine, donc nous on s'est battu assez fortement contre ce texte depuis les discussions qui ont commencé en avril-mai 2019. Il y a eu un échange qui s'est fait, donc elle est passée en urgence. Alors la question de pourquoi la passer en urgence, c'est encore une manière de faire pour limiter les débats, sachant que le Sénat a retiré tout un tas de choses qui avaient été mises par le Parlement, enfin par l'Assemblée nationale. Ce qui n'a pas plu à l'Assemblée nationale et qui les a remises. La commission mixte paritaire a essayé de remettre tout un tas de choses et à la fin, de toute façon, finalement, on repart sur un débat au Sénat, c'est-à-dire que la loi ne passera pas en urgence, finalement. Mais là, malgré tous les débats, malgré tout ce qu'on avait pu gagner quand même, vu que ce sera finalement uniquement les grandes plateformes et pas sur l'ensemble des plateformes, par exemple, qui permettent de poster du contenu. Enfin, il y a tout un tas de choses qui avaient pu être discutées. Au départ, on avait parlé de suppression en 1 heure. Finalement, on en reste à 24 heures. Donc, on pourrait imaginer qu'on limite quand même les dégâts. Mais dans la dernière heure du débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, un amendement du gouvernement a été présenté, donc c'était il y a 2 semaines, qui vise à donner le pouvoir à la police, qui n'avait aucun pouvoir jusqu'à maintenant, qui a donné un pouvoir à la police de censurer divers types de contenus en moins d'1 heure. C'est-à-dire que la police peut venir demander aux grandes plateformes de supprimer du contenu en moins d'1 heure, ce qui est un délai qui est absolument intenable. Donc on peut imaginer que la police aura un accès particulier qui lui permettra juste de supprimer les contenus qu'elle veut, en fait, dans le temps au moment où elle le décidera. Puisque c'est pas les plateformes qui vont définir, qui vont dire à la police, non, en fait, le contenu que vous souhaitez supprimer, nous, on pense que c'est pas juste, et s'opposer à la police. Donc voilà. Donc on va avoir un débat qui va repartir au Sénat là, sachant que de toute façon, quand il va revenir à l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Donc on suppose que ce texte va rester en l'état et sera voté en l'état, ce qui est un gros problème de surcensure, en fait, ce qui est un énorme risque de surcensure sur ce qui va être exprimé sur les réseaux sociaux. Dit plutôt médias sociaux d'ailleurs que réseaux sociaux. Voilà.
Alors un autre sujet qui nous pose énormément de questions sur des problèmes de sécurité sur l'époque actuelle sous Macron, c'est la surveillance généralisée et automatisée. On a lancé une campagne en septembre dernier qui s'appelle Technopolis et qui vise à lutter contre la surveillance automatisée qui se déploie énormément ces derniers temps qui va utiliser ce qu'on appelle le big data, le deep learning, donc des systèmes totalement automatisés d'analyse du contenu. Alors du contenu média, en l'occurrence, la plupart du temps, c'est des streams de vidéosurveillance qui vont être analysés par des ordinateurs et en sortir un certain nombre d'informations. Et ça, on le voit se déployer énormément. Alors évidemment, à Nice, parce que c'est le lieu le lieu le plus où se déploie le plus ce genre de technologie. Hein. On se rappelle de Estrosi se moquant de Paris suite aux attentats de Paris en disant que ça n'arriverait jamais à Nice puisque ils avaient un stream de 1500 caméras à l'époque, je sais plus, un truc absolument énorme et que ça n'arriverait jamais là-bas. On sait ce qui s'est passé depuis. Et évidemment, l'étape suivante, c'est de passer non plus aux caméras de surveillance de vidéosurveillance normale, mais de passer à la vidéosurveillance automatisée, donc dite VSA, donc avec des ordinateurs qui vont détecter un certain nombre d'événements dans le flux vidéo et lever éventuellement des événements au niveau policier, c'est-à-dire envoyer la police à des endroits où la caméra aura détecté des événements particuliers, mais de toute façon remplir des bases de données avec des informations sur ce qui se passe sur la voie publique. Alors il n'y a pas que la vidéosurveillance, il y a aussi les micros, puisqu'à Saint-Étienne, c'est des micros qui sont installés, qu'ils voulaient installer dans les rues pour surveiller ce qui se disait au niveau sonore. Donc détecter des événements sonores, hein, des bris de verre, des cris, des scies circulaires, des bruits de scies circulaires, des choses intéressantes comme ça. À Marseille, c'est de l'analyse des réseaux sociaux aussi, récupération des informations de la police. Aussi, et tout ça mixé dans une énorme base de données, analysée par de la big data, donc des énormes ordinateurs. Je crois que c'est IBM qui propose ça. À chaque fois, il y a une entreprise derrière qui file les ressources informatiques pour faire de l'analyse temps réel. À Valenciennes, c'est Huawei qui fournit gracieusement des caméras de vidéosurveillance automatisées qui vont analyser dans l'espace public des événements qui vont se passer. Donc, abandon de bagages, course de gens dans la rue, tout un tas d'événements qui vont se passer. Et donc ça, c'est un énorme problème parce que couplé à de la reconnaissance faciale, comme on sait que l'État veut absolument le pousser, ça commence à devenir une dystopie assez parfaite, sachant donc que vous avez peut-être entendu parler d'Alicem. Alicem vise à donner une identité numérique forte à l'ensemble des gens qui veulent utiliser les services de l'État en ligne, en utilisant la reconnaissance faciale, en donnant une identité numérique. Et on a participé à un certain nombre de débats à l'Assemblée nationale. On a été auditionné aussi par le Conseil national du numérique sur l'établissement d'une identité numérique forte qui serait donnée par, en particulier, alors il y a plusieurs services de l'État qui se battent sur cette identité numérique, mais le ministère de l'Intérieur essaye de pousser cette identité numérique. Donc l'idée, c'est de donner une identité numérique unique à l'ensemble des citoyens, évidemment tout réunir sous cette identité numérique. Le TES, la base de données des titres électroniques sécurisés permet d'avoir nos empreintes digitales, notre visage déjà. Donc on a déjà une base de données d'une grosse partie des citoyens français. Parce que je rappelle que la carte d'identité n'est pas obligatoire, le passeport non plus, mais ça donne quand même déjà une première base de données. La police peut déjà utiliser le TAJ, le fichier de traitement des antécédents judiciaires, pour faire de la recherche de visage à l'intérieur avec de la reconnaissance faciale. Donc on a déjà une base établie de données biométriques de la population.
Avec l'établissement d'une identité numérique, on peut amplifier la surveillance. Et puis, avec la reconnaissance faciale dans la rue, là, on pourra accéder à l'ensemble des informations de toutes les activités dans l'espace public, de l'ensemble des citoyens qui seront dans les bases de données, voire même si on les a pas, les suivre d'une caméra à l'autre, enregistrer qu'une trace biométrique a effectué telle ou telle chose, rencontré telle ou telle personne dans l'espace public, est rentré dans tel magasin, dans tel bâtiment, etc., etc. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai beaucoup amélioré l'ambiance, mais en tout cas, ce sont les sujets qui nous occupent en ce moment et qui nous posent énormément de questions sur les libertés publiques et sur ce qui va être possible de faire dans assez peu de temps finalement, parce que les discussions autour de ces sujets sont très actuelles. Sur l'identité numérique, c'est vraiment en discussion actuellement, et il y a beaucoup de gens qui essayent de pousser. Alors évidemment les entreprises, mais pas mal de maires, de ministres et le ministère de l'Intérieur dans son ensemble qui poussent à l'établissement de cette énorme base de données contre laquelle, je rappelle, avait été créée la CNIL en 1978 pour lutter contre une centralisation des données des citoyens, mais c'est ce qui nous pend au nez dans les prochains mois, voire au maximum quelques années. On va passer à la discussion.